Sur le terrain, dans le département de l'Aude, retrouver Antoine Forestier, envoyé spécial à Canlon d'Aude. Antoine, un secteur où plusieurs reprises de feu ont été signalées ces dernières heures. Oui, et depuis environ 2 heures, elles étaient traitées par des hélicoptères bombardés d'eau. Je parle au passé parce que depuis désormais à peu près un quart d'heure, on ne voit plus d'hélicoptères survoler la zone. Il y avait au plus fort cet après-midi 4 hélicoptères bombardés d'eau qui se sont consacrés à 2 points chauds. On le voit encore ici avec de la fumée noire, ça veut dire qu'il y a encore de la végétation qui est en train de brûler. Et de l'autre côté, au niveau de la fumée blanche, une zone qui avait déjà été dévastée entre guillemets par l'incendie, mais où il y avait quelques reprises de feu. Preuve qu'il y a encore des risques de reprise avec ces flammes noires que l'on voit encore à l'instant. Il y a encore quelques minutes, les hélicoptères venaient pour effectuer des largages. Ils pouvaient s'approvisionner dans la rivière qui est juste en contrebas. Il y a un petit changement d'atmosphère ici, ce qui explique qu'on a ressorti les masques FFP2 parce que ça devient difficilement respirable. Tout est blanc autour de nous, ce sont ces fumées qui sont en train d'être amenées ici par le vent. Un des viticulteurs du coin nous expliquait que le vent était selon lui en train de tourner, à vérifier également, et évidemment avec les services de Météo France et avec les pompiers, mais voilà, ça vous illustre la complexité de ce feu qui est gigantesque, qui fait qu'à plusieurs endroits comme ça, il y a encore besoin des moyens aériens. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, même en fin de matinée, ce sont les avions, les Canadair qui étaient en action ici sur cette montagne et qui ont permis d'effectuer un gros travail avec des milliers de litres qui étaient largués, mais ils ont été appelés à d'autres endroits de cet incendie. Et cet après-midi, c'est donc les hélicoptères bombardiers d'eau qui à chaque fois effectuent des largages de 400, 600, 800 litres, ça dépend des modèles d'hélicoptères. Ce qui est certes moins que les Canadair qui, eux, déversent des milliers de litres, mais l'efficacité de ces hélicoptères, c'est qu'ils peuvent tout de suite se réapprovisionner dans la rivière en contrebas et traiter très précisément les endroits où il y a des reprises de feu, comme c'est le cas actuellement. Mais je vous le disais, pour une raison qu'on ignore, parce qu'on est loin ici du poste de commandement, eh bien les hélicoptères ont désormais quitté les lieux. Il est probable qu'il y ait d'autres endroits, ou peut-être juste qu'ils doivent faire le plein de carburant avant de revenir. En tout cas, ils peuvent être en action uniquement le jour, donc il y a jusqu'à peu près 21h, 21h30, l'heure à partir de laquelle, hier en tout cas, tous les moyens aériens ont cessé d'être en action. La probabilité qu'il revienne, ça faudra voir évidemment avec les pompiers qui ont évidemment énormément d'endroits à traiter. Ici, en tout cas, l'action des hélicoptères a été efficace parce que par rapport à tout à l'heure, le panache de fumée est beaucoup moins épais que ce que l'on pouvait voir. Les hélicoptères qui ont donc quitté les lieux depuis un quart d'heure à peu près désormais. Merci Antoine Forestier et Baptiste Deveau sur le terrain pour BFM TV. On le disait, l'incendie est toujours hors de contrôle. Il avance parfois, il parcourt 1000 hectares par heure, Ludovic Pingano. En fait, ce qui frappe depuis plus de 24 heures, c'est une vitesse qu'on n'avait jamais connue en termes d'avancée des flammes. Ouais, c'est une vitesse, effectivement, une vitesse vraiment exceptionnelle, qu'on a déjà connue par le passé sur de gros incendies. Moi, je me souviens en 2003 sur le feu de la gare de Fresnay, où malheureusement des sapeurs-pompiers ont été pris par le feu et sont décédés lors de cet incendie. Vraisemblablement, enfin en tout cas ce qui est ressorti de l'enquête, c'est que ils ont été prépositionnés pour faire ce qu'on appelle une barrière de retardant, mais le feu avançait tellement vite que finalement la vitesse de propagation du feu était tellement supérieure à celle qui était imaginée, qui était prévue, que finalement ils ont été pris par les flammes. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, mais ça reste quelque chose d'exceptionnel, et c'est ce qui confère à cet incendie ce caractère, j'allais dire presque historique. La vitesse du feu se calcule. La base, c'est de dire, voilà, c'est à peu près 3% de la vitesse établie du vent. Donc, un vent de 60 km/h, ça vous donne une vitesse de propagation d'environ 1,7 à 1,8 km/h. Or là, on a un feu qui se déplace à 5, voire 6 km/h. Il est tellement violent, il génère une telle énergie qu'il génère sa propre énergie pour avancer. Et hier soir, le colonel Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, parlait d'un ogre. Et un ogre, ça mange et ça mange et ça mange. Et c'est typiquement ce qui est en train de se passer sur cet incendie. Tant qu'on donnera de la forêt à manger à cet ogre, eh bien, il continuera à évoluer et il continuera à être incontrôlable. Et l'objectif des sapeurs-pompiers, ça a été rappelé par le sous-préfet de Narbonne cet après-midi, c'est pas de chercher à le maîtriser tout de suite, c'est de le chercher à le canaliser, à savoir l'emmener là où on veut l'emmener, vers un endroit où il va pouvoir ralentir, où il aura moins à manger, où le degré de la pente sera moins important et où l'action des secours pourra être beaucoup plus efficace. On est en ligne avec Michael Biberon, secrétaire général adjoint et porte-parole UNSA sapeurs-pompiers. Bonsoir, merci d'être en direct dans cette édition spéciale. Il est 18h35, il reste
peut-être 3 heures avant la tombée de la nuit. Deuxième soirée, plus de 24 heures. On l'a dit, hein, les chiffres, on en parlait à l'instant, la vitesse est considérable. 28 km parcourus, plus de 90 km de lisière. J'imagine que c'est l'inquiétude qui prévaut pour vous ce soir face à ce feu qui continue de courir. Oui, bonsoir à vous. Hein. Bah, oui, forcément, c'est toujours une inquiétude d'avoir justement un feu qui court aussi vite. Comme l'a rappelé Ludovic, c'est vrai que c'est le danger pour nos sapeurs-pompiers qui sont donc au sol, puisque à partir de 21h, 21h30, nous n'aurons plus les défenses aériennes qui justement font des frappes chirurgicales et avec des grandes capacités d'eau qui permettent justement d'atténuer ce pouvoir calorifique qu'on donne notamment par rapport justement aux arbres et aux cimes, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et ça amène forcément beaucoup plus de capacité au feu à progresser. Ce qu'il faut préciser aussi, on le dit depuis plus de 24 heures, donc c'est des moyens considérables qui sont coordonnés. À 3 heures de la tombée de la nuit, quelle est la stratégie? J'imagine qu'on vise peut-être des endroits plus que d'autres dans la perspective justement de l'obscurité qui va tomber dans quelques heures. Oui, tout à fait. On priorise beaucoup plus les endroits où il y a plus de température élevée pour qu'on puisse justement tenir la nuit. Et ça a été évoqué aussi également par le colonel Joissard tout à l'heure. On compte aussi sur l'humidité de la nuit qui permet justement d'atténuer et de réduire un petit peu cette intensité. Ce qui veut dire que la nuit n'est pas forcément une mauvaise nouvelle d'une certaine manière, même si le combat ne se déroule plus qu'au sol. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle puisqu'on a des températures qui sont moindres et donc ça permet justement une progression un peu moindre et on a aussi également la nuit la chance d'avoir une tramontane qui se réduit et donc ça permet justement d'avoir moins d'intensité. C'est un combat d'usure, évidemment. La nuit qui va tomber, on imagine que le feu ne sera pas contenu vu l'ampleur inédite de l'incendie. Ça veut dire qu'il y aura une troisième, peut-être une quatrième journée de lutte. Est-ce que les sapeurs-pompiers sont en mesure de tenir à ce point sur la longueur, sur plusieurs jours, vu l'ampleur du phénomène? Alors oui, c'est une intervention de très longue durée. Hein. C'est pour ça que justement on a des renforts extra-départementaux qui permettent justement d'amener un peu du sang neuf sur l'intervention et de permettre justement aux équipes qui sont actuellement depuis 24 heures pour certains, voire plus de 25 heures sur le terrain, de pouvoir être relevées et pouvoir se reposer pour pouvoir justement être optimales sur le lendemain. Merci beaucoup, Michael Vivron, d'avoir été en direct ce soir dans cette édition spéciale. Boris Karlamov, des pompiers, victimes eux aussi de cet incendie avec plusieurs blessés signalés ces dernières heures. Absolument, puisque Michael Vivron rendait hommage à ses collègues et parlait du danger auquel font face aujourd'hui les sapeurs-pompiers, notamment les sapeurs-pompiers de l'Aude, mais aussi également des autres départements. Et ce danger il se concrétise aujourd'hui par plusieurs blessés dans les rangs des sapeurs-pompiers. 11 sapeurs-pompiers ont été blessés à la suite de cet incendie. Il y a eu un accident de la route puisque 4 pompiers ont été blessés dans un accident avec un camion citerne qui s'est retourné. 3 sont en urgence relative. Le 4e sapeur-pompier se trouve en urgence absolue. Donc 24 heures après le départ de cet incendie, déjà un bilan lourd du côté des sapeurs-pompiers puisque 11 d'entre eux ont été donc blessés à la suite de leur engagement face à ces flammes dans le département de l'Aude. Et on le rappelle, le Premier ministre est actuellement en déplacement sur place accompagné de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est exprimé, qui a détaillé les moyens actuellement mobilisés. On l'écoute. Et en tout 18 en réalité, 18 entre les Canadair, entre les Dash, entre les Giraffes, entre les hélicoptères bombardiers d'eau, on en avait 18. Et il n'en fallait pas plus en réalité. Les moyens sont massifs, hein, comme disait le Premier ministre. Hein. On a 2150 sapeurs-pompiers avec 600 véhicules. On a des moyens aériens, c'est quasiment inédit, et on va mobiliser dès demain des moyens militaires avec 3 hélicoptères et plusieurs dizaines de militaires. Donc ces moyens sont là. Mais ça ne suffit pas quand vous avez un feu avec des circonstances d'humidité très faible, de température très forte et aussi de vent très, très puissant, avec des pinettes qui parfois dépérissent avec la sécheresse.
Charles Gros, on entend le gouvernement qui explique que les moyens massifs sont mobilisés. On entend aussi des élus locaux, des pompiers aussi qui disent qu'il n'y a pas assez de moyens techniques. Et pourtant, pour l'heure, la France n'a pas activé le fameux système d'entraide européenne qui lui permettrait peut-être à des engins, des nouveaux avions européens de venir appuyer les sapeurs-pompiers français. Et des moyens qui sont mis en commun par l'Europe, notamment on peut solliciter jusqu'à 22 avions, 4 hélicoptères, 640 pompiers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur ces moyens, la France déjà met à disposition 4 avions et un hélicoptère au coin de l'Europe, qui peuvent être mobilisés en tout temps. Mais la France aujourd'hui n'a pas fait de demande. Mais aussi, il faut savoir que la France, c'est le pays qui a le plus de moyens pour lutter contre l'incendie en termes de matériel, puisque c'est, on le rappelle, 12 Canadair, 6 Dash, 8 hélicoptères, bombardiers d'eau. Voilà. Donc la France aujourd'hui ne ressent pas le besoin, mais elle a toujours cette possibilité de faire appel à l'Europe. Ouais, Anthony Lebos, pourtant une flotte vieillissante, c'est ce que beaucoup de nos interlocuteurs nous ont dit depuis. Oui, des élus, des acteurs de terrain disent qu'il faut plus de Canadair. Il y a eu un rapport parlementaire l'année dernière qui a été publié à l'initiative de 2 députés et qui soulignait effectivement cette flotte sous-dimensionnée face à la multiplication des feux, face à l'expansion géographique aussi des feux et la férocité accrue de ces mêmes feux. Emmanuel Macron avait promis il y a 3 ans, juste après les méga-feux en Gironde, de renouveler progressivement la flotte des Canadair. On en a 12 en France, dont 11 sont en activité. Il avait aussi promis il y a 3 ans d'en commander 4 supplémentaires pour passer de 12 à 16 d'ici la fin du quinquennat, d'ici 2027. On est très très loin de cette promesse non tenue pour l'instant, parce que il y a pour l'instant 2 commandes qui ont été passées de nouveaux Canadair qui devraient arriver autour de 2028, 2029, 2030, parce qu'il faut relancer évidemment les chaînes de production. Il y avait eu 2 autres Canadair qui avaient été commandés, mais qui ont été annulés par décret sous le gouvernement Attal en 2024, là encore pour réduction de budget. Et Bruno Retailleau, le mois dernier, avait annoncé vouloir en commander 2 autres pour essayer de tenir cette promesse pour les prochaines années. Et par ailleurs, sur le budget 2026, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, avait dit qu'il fallait sanctuariser des moyens supplémentaires dans la lutte contre les incendies. Anthony Ferry, le Premier ministre, a parlé aujourd'hui d'une catastrophe d'ampleur inédite. Ce qui est en cause, on l'a beaucoup dit, c'est la vitesse du vent, vitesse inédite, et c'est aussi les sols qui sont parcourus par les flammes. C'est une végétation qui donne du combustible au fond au feu. Oui, en fait, le département de l'Aude est malheureusement victime d'une sécheresse qui est qualifiée de extrême, voire même exceptionnelle. Depuis le mois de juin, on n'a quasiment pas eu de pluie. Par conséquent, cette végétation, elle est sèche. Alors en fait, qu'est-ce qu'on entend quand on dit sèche? En fait, elle est morte, cette végétation. Et donc, par conséquent, c'est effectivement un combustible très facile pour le feu. Et le problème, eh bien, c'est que ce combustible, associé à des vents dont on a connu la tramontane à 60 km/h, eh bien, ce combustible va pouvoir brûler extrêmement facilement. Et malheureusement, la zone qui est concernée, c'est le massif des Corbières, c'est donc des collines, et ce relief va accentuer, amplifier la taille de ces flammes. Et donc, ça nous donne ce feu malheureusement dramatique que l'on connaît actuellement. On est en ligne avec Béatrice Bertrand, maire de Touchant. Bonsoir, merci d'être dans cette édition spéciale en direct. Évidemment, des heures extrêmement difficiles pour vous, et en même temps un élan de solidarité humaine que vous avez constaté depuis hier. Oui, absolument. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, nous avons pu accueillir des personnes qui ont dû fuir de Durban, notamment, et dans des états d'esprit évidemment compliqués. Je suis de tout cœur du reste avec les personnes qui ont pu perdre quelqu'un ou des biens, et surtout, je salue le travail des pompiers, mais effectivement, quand les gens sont évacués, il a fallu que nous puissions les recevoir. Donc hier soir, nous avons appris que les gens de Durban arrivaient à Tuchan, et avec les élus, les agents de la mairie et bien sûr les Tuchanais, nous nous sommes mobilisés. Donc concrètement, comment ça s'est organisé sur votre commune ou les communes alentours?
Eh bien, en fait, nous avons vu arriver des personnes de Durban. Nous avons immédiatement réagi avec mes collègues élus et on a fait la première des choses, c'était de venir ouvrir la salle polyvalente de façon à ce qu'elles puissent les accueillir. Pardon. On a mis des personnes et des bénévoles aussi aux entrées des villages pour les diriger vers la salle polyvalente. Et on a beaucoup l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux ici et donc on a lancé des appels à la fois pour que les gens dirigent les personnes vers les salles polyvalentes et qu'ils puissent nous dire s'ils étaient en capacité d'accueillir. Quand ces personnes sont arrivées, nous les avons accueillies avec les associations, les bénévoles, des cafés, etc. Et on a commencé à recenser les personnes qui étaient en capacité d'accueillir. Et j'ai travaillé également évidemment avec la préfecture qui m'a envoyé la sécurité civile pour que nous ayons des lits pliants installés dans une autre salle de la commune. Avec des initiatives de particuliers qui sont à saluer notamment? Voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire, au-delà de tout ce qu'ont pu faire les pompiers pour sauver tout ça. L'élan de générosité des Tuchanais a été fabuleux, comme à chaque fois, j'aurais dire, mais peut-être plus qu'à chaque fois. Donc, les gens sont venus, ils nous ont demandé si on avait besoin de quelque chose, si ces gens-là avaient besoin de quelque chose. Ils ont beaucoup discuté avec eux parce qu'ils étaient quand même choqués. Donc, on a pu organiser effectivement l'hébergement de toutes ces personnes, puisque c'est quasiment 230 personnes dont on parle, hein. Donc on a eu 70 lits pliants, mais tout le reste des personnes ont pu aller chez des particuliers qui sont venus les chercher. Le soir, nous avons organisé un accueil café, bien sûr, un accueil boisson, et puis le magasin Spar, ici, ses employés sont venus ouvrir jusqu'à 1h du matin pour faire cuire du pain, nous donner de quoi faire des sandwichs, de façon à nourrir toutes ces personnes. Et on a passé beaucoup de temps avec mes collègues élus, avec les services de la mairie, avec les bénévoles, à les rassurer, parce que voilà, c'était quand même très difficile pour eux. Ce qu'ils avaient vécu, les enfants étaient quand même traumatisés, ils avaient vu du feu, c'était difficile. Donc nous avons pu organiser tout ça et vers 2h du matin, je dirais plus ou moins, toutes les personnes avaient pu être prises en charge, avaient pu être nourries et pouvaient aller se reposer. Merci beaucoup Madame d'avoir témoigné en direct dans cette édition spéciale et bon courage évidemment pour les prochaines heures puisque c'est une nouvelle nuit de combat contre le feu qui se poursuit dans l'Aude. On le disait tout à l'heure avec Boris Karlamov, 2 enquêtes ont été ouvertes et sur l'origine de ces flammes, le ministre délégué à l'Intérieur François-Noël Buffet s'est exprimé tout à l'heure, on l'écoute. 9 incendies sur 10 est d'origine humaine, mais plus de la moitié de cette origine humaine sont de caractère involontaire. Je qualifierais plutôt d'irresponsable. C'est souvent de la négligence qui entraîne ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire des viticulteurs en difficulté, des maires en difficulté, des habitants en difficulté. 2000 pompiers sur place hier, une flotte aérienne mobilisée fortement. Tout ça parce que quelqu'un a été négligent à un moment ou à un autre. Et cette irresponsabilité-là, il faut savoir la sanctionner très fort. Et alors justement sur ce point précis, Boris, des dernières informations communiquées par le parquet. Oui, absolument. On apprend à l'instant, grâce au parquet de Carcassonne, que c'est désormais l'hypothèse d'un incendie involontaire qui est privilégiée par les enquêteurs. Je vais vous citer ce paragraphe du communiqué du parquet de Carcassonne. À ce stade, aucune constatation technique ne permet d'orienter l'enquête vers la thèse de l'incendie volontaire. C'est donc une hypothèse qui est d'ores et déjà écartée, même si forcément ça peut évoluer au fil des investigations dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais l'hypothèse privilégiée à ce stade est donc un incendie involontaire. Le parquet de Carcassonne qui précise le lourd bilan humain suite à cet incendie. Il rappelle qu'il y a donc cette dame âgée de 65 ans qui est décédée dans son domicile sur la commune de Saint-Laurent de la Cabrerie. Elle avait, on le sait, refusé de quitter son logement. C'est ce que nous avait expliqué le maire de cette commune ce matin sur BFM TV. 3 autres personnes ont été blessées, dont une très grièvement avec un pronostic vital engagé. Ça, c'est concernant le bilan humain chez les civils, entre guillemets. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, concernant les sapeurs-pompiers, 11 sapeurs-pompiers ont été blessés, dont un très grièvement, avec, à ce stade encore, un pronostic vital engagé. Pour ce dernier sapeur-pompier, eh bien, il se trouvait dans un véhicule et le camion citerne dans lequel il se trouvait a eu un accident. Il s'est retourné. Le parquet de Carcassonne qui souligne l'investissement, je cite, remarquable et le courage des sapeurs-pompiers qui luttent depuis maintenant plus de 24 heures sur cet incendie.
Alexandre Joissard, on le disait, le département était en vigilance rouge incendie hier, jour où le sinistre s'est déclaré, et pourtant il y a une politique, ou en tout cas des techniques de prévention au maximum qui sont mises en place pour repérer au plus vite. Les forces, les pompiers s'adaptent aussi à cette nouvelle menace qui est hélas de plus en plus grande et de plus en plus répandue sur les départements français. Oui, et malheureusement, on est au début du mois d'août, donc on sait qu'on va devoir le faire dans les prochaines semaines. C'est aussi une difficulté de notre côté, hein, c'est-à-dire régénérer en permanence un potentiel opérationnel avec de nouveaux personnels qui se rendent disponibles, avec des moyens sur place. Et ce travail-là, on l'a vécu tout au long du mois de juillet et au mois d'août, étant donné les prévisions météorologiques, on sait qu'on va le vivre de nouveau. Pour ce qui s'est passé dans l'Aude, on a émis des moyens terrestres importants. C'est un guet aérien armé, c'est-à-dire que c'est un appareil en vol qui a pu faire un largage au bout de 10 minutes, même pas. Donc en termes de délai, en termes de moyens, tout ce qui pouvait être mis en place hier l'a été. Maintenant, on est sur une nouvelle typologie de risque avec des vitesses de propagation. Ludovic Pagano l'a dit tout à l'heure, jamais constatées ou trop rarement constatées jusqu'à présent. On l'a vécu une fois à Gonfaron avec des vitesses qui étaient assez similaires. Mais le reste du temps, on est plutôt autour de 2 km/h et c'est déjà très rapide. Là, 5 km/h, c'est exceptionnel. Et donc, lorsque vous avez un départ massif, il est difficile à contenir et c'est ce qui s'est produit dans le 11. Comment vous travaillez au quotidien? C'est-à-dire que chaque matin, la sécurité civile analyse, se base sur la météo des forêts pour voir si le risque est fort, où est-ce qu'il est le plus fort. Comment ça s'organise? Alors sur notre organisation, vous avez un centre de coordination avancée de la sécurité civile qui est basé à Nîmes. Le ministre et le Premier ministre s'y rendent là actuellement. On sera d'ailleurs en direct dans un instant parce qu'ils sont attendus dans les minutes qui viennent effectivement. Tout à fait. Et ce centre-là fait 2 réunions, une le matin vers 9 h, une autre en fin d'après-midi. D'ailleurs, on l'a vécu en fin de cet après-midi, où il y a des échanges entre ce centre opérationnel avancé, le centre opérationnel que je co-dirige, le COGIC, qui est à Paris. Et donc, on a les commandes, en gros, prévisionnelles pour 24, 48, 72 heures. Donc, le centre opérationnel avancé de coordination nous donne les informations. On a 2 experts météorologiques qui sont présents sur place. Ensuite, on a des experts météo qui sont aussi dans les zones de défense, donc la zone sud et la zone sud-ouest, là, qui sont directement concernés et qui nous font de l'analyse en local. Donc, l'Aude était en très sévère liée à cette information de vigilance, mais aussi par rapport à nos remontées d'infos. Alors, comment ça fonctionne? Par rapport à cette remontée d'informations, on génère du potentiel, c'est-à-dire qu'on regarde les différentes colonnes feux de forêt, c'est-à-dire une colonne, c'est 80 sapeurs-pompiers avec ses engins. Comment on peut les projeter? Et donc on avait des colonnes d'Île-de-France, de la zone Est, de la zone Ouest, qui sont venues en renfort et qui étaient déjà prépositionnées. Il y en a qui étaient à Avignon, d'autres qui étaient plus proches de Narbonne et du 10 de l'Aude. Et donc lors du déclenchement, on appuie sur le bouton et on envoie tout le monde. Voilà comment ça fonctionne. Et là, c'est toute la France qui vient en aide. Il y a une espèce de réflexe de solidarité. Tout à fait. Et cette bascule de moyens, on la réalise tout au long de l'année pour les autres risques. C'est-à-dire que lorsque vous avez des inondations dans le nord, comme on les a vécues fin de l'année 2023, début d'année 2024, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'était les départements du sud qui venaient en renfort des départements du nord. Depuis quelques années, et ça a été renforcé à l'issue de l'été 2022, on a formé de plus en plus de spécialistes feux de forêt. On a eu aussi un pack capacitaire qui a permis de générer 200 engins, c'est-à-dire un tiers du dispositif actuellement sur place, qui a été généré depuis 2022 avec des nouveaux véhicules qui sont arrivés liés à ce pack capacitaire. Et puis, puisqu'on parlait des avions et des moyens aériens, on a aujourd'hui des hélicoptères lourds qui sont loués. On a aussi des air tractors, ça c'est des petits avions, mais qui permettent de larguer 3000 litres d'eau à chaque passage, qui sont aussi loués et qui ont été déportés de la zone sud-ouest à la zone sud. Donc vous voyez, ce sont tous ces éléments qui permettent de générer une telle force actuellement sur place. Ludovic, il y a aussi des volontaires de la sécurité civile qui sont mobilisés et qui tentent d'éviter ce qu'on est en train de vivre justement. C'est vraiment un dispositif considérable. Et ce que vient de dire le collège Joissard, je crois que c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit parce qu'on peut toujours critiquer, il n'y avait pas assez de pompiers, il n'y a pas assez d'avions, etc. Le retour d'expérience permettra justement d'analyser tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que hier le dispositif était vraiment conséquent et que la montée en puissance a été particulièrement rapide. Et on doit retenir au moins une chose de la situation, c'est que finalement aujourd'hui on n'est plus forcément en capacité de lutter contre ces incendies qui se propagent à une vitesse
incroyable. Et effectivement, en plus de tous les moyens cités par le collège Boissard, les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, les moyens aériens, n'oublions pas les formations militaires de sécurité civile, des moyens terrestres qui sont basés à Corté, à Brignoles, à Nogent-le-Rotrou et depuis l'année dernière à Lisbonne, la 4e unité d'intervention d'instruction de la sécurité civile. Ce sont donc des moyens complémentaires qui travaillent toute la journée aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, mais qui travaillent également la nuit. Je rappelle que ce sont des dispositifs très spécialisés qui, la nuit par exemple, vont établir des lignes de retardant lorsque les avions, les Dash ne peuvent plus larguer de retardant. Ce sont ceux également qui vont créer, au moyen de moyens très spécifiques, des voies d'accès, ce qu'on appelle des pénétrantes. Enfin, c'est vraiment un travail d'appui extrêmement important et il faut souligner à la fois la technicité de ces hommes et l'énorme travail qu'ils fournissent au profit du dispositif. Et pour appuyer votre propos, Ludovic, Laura Cambo nous a rejoint sur ce plateau. Laura, on va voir avec vous le dispositif qui est mis en place depuis plus de 24 heures, depuis 16h, 16h30 hier pour tenter de venir à bout de ces flammes. Oui, tout à fait. Déjà, il faut dire que ce dispositif, il est colossal, selon les mots du sous-préfet de Narbonne, du côté des effectifs au sol. Tout d'abord, il y a actuellement 2150 sapeurs-pompiers qui sont appuyés par 600 véhicules. Ce sont des chiffres qui ont été précisés par Bruno Retailleau il y a quelques minutes. Ensuite, les moyens aériens ont été renforcés dans la matinée. Quand on regarde de près, il y a 9 Canadair sur place. C'est beaucoup quand on sait que la France n'en dispose que de 11 actuellement, 11 Canadair à disposition. Ces modèles, ils sont très efficaces, il faut le savoir, parce que leur rotation est très rapide quand ils vont chercher de l'eau dans la mer ou dans les lacs. Ils peuvent larguer 6000 litres d'eau au total. Sont aussi mis à disposition 5 Dash qui permettent de larguer 10 000 litres d'eau. Ils sont moins agiles que les Canadair puisque eux doivent se poser pour se recharger en eau. Ensuite, il y a 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui, eux, peuvent larguer entre 1000 et 4000 litres d'eau. Et puis 2 modèles d'Air Tractor, des avions qui larguent, eux, 3000 litres d'eau. Enfin, il faut également noter la présence de 3 Beechcraft. Ce sont des avions de liaison, de reconnaissance, d'investigation qui permettent en fait de rendre compte de la situation sur place. En tout cas, selon Bruno Retailleau, des renforts militaires sont attendus, 3 hélicoptères avec des dizaines de militaires en plus. François Bayrou qui a également dit qu'il serait possible, si nécessaire, de faire appel à des pays européens avec les accords en place. Voilà, les précisions de Laura Cambo. Charles Gros, sur le dispositif qu'on vient de voir à l'instant, on a déjà vu ça dans des incendies ces dernières années. On est sur un dispositif qui est clairement exceptionnel, plus fort encore que ce qu'on avait connu en Gironde en 2022. On se situe où en termes de réponse, en termes de moyens, à la fois humains et matériels? En termes humains et matériels, comme le disait notre collaboratrice, on est sur 2100 sapeurs-pompiers, les engins qui sont en place. Et puis on a aussi mobilisé toute la population, les maires avec les plans d'urgence communaux, les sapeurs, les offices de la forêt, on a aussi mobilisé des associations pour faire de la prévention ces derniers jours, notamment on a vu qu'il y avait des schools de France qui étaient venus empêcher les accès à certains massifs. Là, on avait mis en place énormément de prévention. Effectivement, apparemment, c'est un départ accidentel, mais parce que c'est vrai que dans ces cas-là, dans ces conditions météo extrêmes, les massifs forestiers sont immédiatement fermés. On l'a vu aussi dans les groupes du Rhône ces dernières semaines. C'est évidemment là que le plus arrive. Oui, c'est là que c'est plus à risque, avec la sortie météo des forêts qui a été établie depuis 2022 et qu'on était en vigilance rouge. Donc peu importe le niveau, on voit qu'il y a 4 niveaux sur la carte, peu importe le niveau, on sait que dans ces 4 niveaux, ils ont tous un point commun, on ne fait pas de feu, on n'allume pas de cigarette en forêt, on ne fait pas de barbecue, et on ne développe pas. Et là, on était en rouge, accès interdit au massif, et orange fortement déconseillé.
Voilà, il est quasiment 19h, l'édition spéciale continue sur BFM TV avec le feu toujours hors de contrôle dans l'Aude, 16 000 hectares parcourus, 2150 sapeurs-pompiers mobilisés au sol, des Dash, des Canadair, quasiment tous les moyens aériens en tout cas dont dispose la France métropolitaine sont mobilisés. Et on va retourner sur le terrain, on va retrouver Pierre Barbin qui a rencontré un vigneron. On est évidemment dans le massif des Corbières, célèbre région viticole, un vigneron qui a été durement touché par les incendies. Oui, les flammes ont touché certaines parcelles de vignes. C'est vrai que ça a été un épisode très violent ici dans le département de l'Aude. On est avec Baptiste, on est justement dans vos vignes. On voit que certaines ont été touchées. Oui, on le voit bien là, le feuillage est complètement brûlé, donc je ne sais pas comment la vigne va faire avec sa photosynthèse, ça va être très compliqué. Toute la récolte est perdue là? Alors, je pense, hein, parce que là, du coup, les feuilles n'alimenteront plus la souche ni la grappe, donc encore, elles sont pas trop mal, mais dans les prochains jours, je pense que ça va sécher. Ce qui est important d'expliquer aussi, c'est que le feu est arrivé par là et que ça a été très très violent. On voit d'ailleurs les stigmates sur ces vignes, mais aussi ces vignes, elles ont eu un rôle malgré tout important. Elles ont fait barrière, elles ont fait coupe-feu d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Oui, on le voit sur la continuité des rangs de vignes. Hein. Dès que l'intensité du feu a baissé, on voit que ça a fait coupe-feu. Du coup, la moitié de la rangée est épargnée en fait. Vous avez toujours vécu ici? Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Jamais. Jamais, je suis la 7e génération, 6-7e génération, et non, même mon papa n'a jamais vu ça, c'est impressionnant. C'est pas que des désolation, on sait qu'il va y avoir bien évidemment beaucoup de travail ici dans les jours et dans les semaines à venir dans ces parcelles de vignes. Alors à 19h01, on va faire un point météo avec vous, Anthony Ferry. On le sait évidemment, la chaleur, le vent, ce sont évidemment des facteurs qu'on scrute minute par minute quasiment pour lutter contre ce feu. Quelles sont les prévisions dans les prochaines heures? Est-ce que la météo va devenir enfin un peu plus favorable pour les pompiers, les forces mobilisées? Alors déjà, elle est devenue un petit peu plus favorable par rapport à hier, puisque le taux d'humidité dans l'air a augmenté. On est passé de 23% hier à 16h à 40% aujourd'hui à la même heure. La température a elle aussi un petit peu légèrement diminué. On avait 34 degrés hier, on en mesure 27 degrés à 18h30 aujourd'hui. Et surtout, évidemment, ce qui intéresse le plus les pompiers notamment, c'est le vent. Alors ce vent, il vient désormais maintenant de la Méditerranée, donc c'est lui justement qui apporte cette humidité. Il va faiblir, il a déjà faibli. On a relevé tout à l'heure des rafales à 30 km/h avec un vent constant à 15. C'est bien loin des 60 km/h de tramontane qu'on avait auparavant hier. Et dans les prochaines heures, alors, il y a tout de même une petite vigilance à avoir, puisque demain après-midi, le vent va se relever. On atteindra des rafales à un petit peu plus de 30 km/h, mais il viendra toujours de la mer, donc il apportera cette humidité. Et côté température, eh bien malheureusement, on commencera à grimper jusqu'à dimanche, où on atteindra des pics, voire 33, voire 34 degrés même, au niveau de ce département de l'Aude. Donc le vent, ça va se calmer. Nous surveillons demain après-midi. En revanche, malheureusement, les températures, on sera encore très élevées. Et on va surveiller ça, effectivement. On va aller du côté de Nîmes tout de suite, voir ces images. Ouais, vous voyez le tarmac. Je parle sous votre contrôle, colonel, au Centre national de coordination avancée de la sécurité civile et des échanges avec les pilotes et les personnels de la base de Nîmes-Garon. C'est donc, on attend le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui viennent apparemment d'atterrir à bord du Falcon. On va voir l'image en direct. En tout cas, c'est là le cœur stratégique de toute la lutte, tout l'été, et plus particulièrement évidemment depuis hier après-midi. Exactement, donc pour être très précis, c'est la base aérienne de la sécurité civile, c'est là où sont présents nos avions, et à l'intérieur de la base, vous avez raison, en effet, il y a le centre de coordination avancée de la sécurité civile qui a une aile sur laquelle on peut prendre les informations, coordonner les moyens, et ensuite avoir nos fameuses réunions 2 fois par jour.
Donc dans cette base, vous avez les Canadair. À l'arrière, là on peut le voir, on voit les Dash, les tranches arrière des Dash. Ce sont nos appareils qui permettent de larguer du retardant, donc de limiter la progression des feux. Et donc ces avions là qui sont présents, c'est les avions qui étaient en limite d'heures opérationnelles, parce que lorsqu'on commence à 7 h du matin, à un moment donné, les avions sont obligés de rentrer à la base. C'est pour ça qu'ils ne sont pas utilisés actuellement sur le feu dans l'Aude, et ça nécessite là aussi une gestion, puisqu'au bout de 10 heures, 12 heures de vol, vous avez une obligation par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui impose que les avions viennent se poser au sol à Nîmes. Donc ça c'est à prendre en compte aussi sur nos stratégies opérationnelles et sur notre organisation. Et donc cette base majeure est à Nîmes. On a ensuite des bases avancées, c'est le cas à Ajaccio, où on peut mettre 2, 4, 6 Canadair par moment en fonction du risque présent sur la Corse. Parce que tous les appareils ne sont pas... Ah, Ajaccio parle de la Corse. La base mère est bien située à Nîmes, c'est là où en plus sont réparés, où sont maintenus nos appareils. Mais ensuite, on peut durant l'été les prépositionner ailleurs. Donc il y a une base avancée qu'on utilise en Corse, à Ajaccio, pour pouvoir mettre des Canadair qui n'en ont pas la nécessité de traverser la Méditerranée. Et puis on peut faire exactement la même chose sur nos pélicandromes, c'est-à-dire c'est les aires d'accueil des avions qui sont présents maintenant sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi l'ensemble du territoire national? Parce qu'on en a mis même dans les Vosges, dans les années, à la fin des années 2010, au début des années 2020. Et lorsqu'on a mis un pélicandrome dans les Vosges, à Épinal-Mirecourt exactement, certains nous posaient des questions à la sécurité civile en disant: vous êtes sérieux de mettre des aires d'accueil pour des avions qui serviront peut-être dans 20, 25, 30 ans? Et finalement en 2022, on avait d'ores et déjà utilisé ces aires d'accueil pour pouvoir justement utiliser ces moyens aériens. Maintenant, la base mère est en effet à Nîmes. C'est là aussi où les équipes de maintenance, les équipes de coordination, de travail sont présentes. Et c'est ces équipes-là qui vont être rencontrées par le Premier ministre et notre ministre de tutelle. Voilà, le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui arrivent en direct en ce moment même sur cette base mère, cette base de Nîmes. Le président de la République qui a aussi passé des coups de fil aujourd'hui, notamment aux élus locaux. C'est le cas de Michel Jam, maire de Sigean. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Vous avez eu donc le président de la République au téléphone aujourd'hui. Que lui avez-vous dit? Absolument, le président de la République m'a appelé en fin de matinée. C'est lui qui est intervenu d'abord pour me demander ce que nous faisions exactement, puisqu'il savait que nous n'étions pas sur le site exact des incendies. Et donc, moi j'ai pu évoquer le travail que nous menons tous, élus, services, pompiers, réserve de sécurité depuis hier soir. Et il a apporté des mots apaisants et de soutien. Il s'est engagé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Non, nous avons simplement évoqué la situation. La situation qui se répète sur ma commune, puisque c'est la 3e fois que j'ouvre le gymnase suite à des incendies. 2 fois loin de ma commune, 1 fois sur ma commune même. Bon, il était au courant et nous avons évoqué ces travaux que nous devons mener à ce moment-là, et lui nous assurer de tout son soutien et qu'il était à l'écoute de tout ce que nous pouvions lui dire dans ce cadre-là. Est-ce que vous l'avez alerté sur le manque de moyens? Parce qu'on entend beaucoup de maires depuis 24 heures qui alertent sur le manque de moyens, à la fois matériels et humains, pour faire face à ce nouveau défi climatique et au risque incendie qui est beaucoup plus fort et chaque année plus fort. Oui, évidemment. Donc, nous savons que il faut toujours avoir plus de moyens, puisque nous avons une flotte qui est vieillissante. Bon, en même temps, je comprends que cela peut être long, cela peut être cher. C'est toujours un peu compliqué, mais évidemment, si nous avions plus de moyens, il y aurait une plus grande sécurité pour nous. Surtout que nous avons pu bénéficier d'un grand apport de l'aviation, parce qu'il n'y avait pas de gros incendies ailleurs. Donc le problème va se poser le jour où il y aura. Ah, on a perdu le maire de Sigean. On va essayer de rétablir la connexion, mais vous voyez donc, vous avez vu en direct les images de François Bayrou et de son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui sont arrivés. Colonel Alexandre Jossa, il y a
un élément que je trouvais intéressant dans ce qu'a dit le Premier ministre. Il a parlé d'un plan d'alerte précoce des incendies à mettre en place par satellite. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est au fond l'avenir de la prévention en termes de risque incendie? On en est où de ça? C'est un des outils qui peut être utilisé, développé. Certains pays utilisent ces reconnaissances satellitaires sur les grands massifs forestiers. C'est le cas notamment du Canada, mais il y a d'autres pays dans le monde qui l'utilisent. Aujourd'hui, on a aussi développé d'autres outils. On utilise des drones avec des caméras thermiques, on utilise des appareils de la sécurité civile, dont un est présent à Nîmes, c'est-à-dire un Beechcraft. C'est un petit avion qui a une boule optronique qui permet de voir à travers les nuages et qui est aussi une caméra thermique en dessous de l'appareil où vous pouvez voir tous les points chauds. On l'utilise depuis 24 heures sur le feu, ce qui nous permet d'avoir des images dès le matin pour nous donner toutes les zones stratégiques à utiliser. Et puis ensuite, vous avez des caméras qui permettent de faire de la triangulation. Typiquement, vous avez ce type de caméra en Charente, par exemple, qui permet de donner de l'information avec un feu qui serait présent en Charente-Maritime. La triangulation. En fait, vous avez 3 caméras ou 4 caméras qui pointent vers la fumée, départ de feu, et qui va vous donner une localisation exacte en vous disant ce feu-là se situe à telle parcelle ou dans tel massif forestier. Ça existe déjà. Donc là, c'est de la haute précision. C'est de la haute précision et ça fonctionne plutôt très bien. Et ça évite d'avoir des guets aériens armés partout ou aussi d'avoir des guets visuels. C'est difficile dans des zones, des massifs forestiers très grands. Et donc, c'est une option. À l'avenir, on imagine, on en a parlé en tout cas dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile, pour les futurs projets, d'utiliser des drones avec des circuits préformatés. On envisage une zone très à risque. Vous allez avoir des drones qui vont passer au-dessus avec des caméras thermiques et dès lors qu'il y aurait détection de fumée, il y aurait une information, un appel transmis au centre opérationnel. Ce sont des outils technologiques qui sont en voie de développement et donc ça pourrait apporter un plus à l'avenir pour détecter. Maintenant, si on revient au feu d'hier, le feu a été détecté par un de nos appareils qui était en vol, a pu être tapé le plus rapidement possible. Donc on n'est pas sur un problème de détection, on n'est pas sur un problème de durée d'intervention, mais on est sur un nouveau risque qui va beaucoup plus vite et sur lesquels il y a une réflexion à avoir plutôt sur un second aspect, qui est le développement des végétaux, nouveaux végétaux, de savoir comment on fait des barrières sur ces gros feux qui peuvent avoir lieu. On a déjà eu ces discussions en 2022, il y a une progression sur ces échanges pour pouvoir envisager ces massifs forestiers 2030, 2040, 2050, mais là aussi, parce qu'on a eu des débats autour de ce sujet-là, changer une forêt ne se fait pas en quelques mois. Ça ne se fait pas en quelques jours, évidemment. On a rétabli la liaison avec Michel James, maire de Sigean. Je voulais avoir votre réaction aussi sur les déclarations du Premier ministre. Cet après-midi, il a évoqué la nécessité de repenser l'aménagement du territoire, de travailler avec les élus locaux. Il a évoqué un plan de sauvegarde et d'avenir pour l'Aude. Est-ce que vous pensez, en tant qu'élu local, élu de terrain, qu'il y a là aussi vraiment un énorme travail à faire pour repenser cet aménagement du territoire? On a beaucoup parlé des vignes qui sont arrachées, qui ne tiennent plus ce rôle de coupe-feu. On a parlé aussi de territoire qui n'est pas entretenu et donc ça donne du combustible en cas d'incendie. C'est tout ça qu'il faut revoir à l'échelle du département et sans doute aussi à l'échelle nationale. Oui, d'abord, je pense qu'il faut le voir à l'échelle nationale. Il doit y avoir une solidarité. Les incendies aujourd'hui sont plutôt concentrés dans le sud de la France, mais je pense qu'une solidarité nationale est nécessaire. En 2017, j'ai survolé un incendie. Après un incendie, j'ai survolé la zone incendiée tout proche de Sigean, un gros incendie également. Et vu d'hélicoptère, c'est flagrant. Lorsqu'il y a une vigne, le feu s'arrête. Et éventuellement, il contourne la vigne, mais lorsqu'il reprend au-delà de la vigne, il a une moindre vigueur que ce qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu de vigne. Donc la problématique aujourd'hui est l'arrachage massif qui est effectué dans nos vignes. Et un arrachage massif qui est dû d'abord à la sécheresse. Et la sécheresse, donc, un manque d'eau flagrant. Bon, pas beaucoup de pluie, mais ça, il est difficile d'y remédier. Mais par contre, si nous voulons compenser ce manque d'eau de pluie par une eau d'arrosage notamment, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'abord parce que nous avons une ressource en eau qui parfois n'est pas suffisante. Vous le savez, à Durban par exemple,
il y a un manque d'eau potable, donc imaginez s'il faut irriguer les vignes. Et c'est vrai que l'eau aujourd'hui est un gros problème, à la fois la ressource en eau, le partage de l'eau entre tous les utilisateurs et éventuellement la réglementation qui est stricte pour économiser cette eau, mais qui empêche parfois d'arroser certaines vignes qui finissent par être arrachées. Et lorsqu'une vigne est arrachée, on se trouve souvent avec une friche qui, lors d'un incendie, va propager le feu de manière encore plus importante. Merci beaucoup Michel Jeanne d'avoir été en direct dans cette édition spéciale. Vous parliez et on parle ici sur BFM depuis hier de ce balai continu des Canadair et des Dash. On est en ligne avec Stéphane Lebar. Bonsoir, vous êtes secrétaire général du syndicat du personnel navigant de l'aéronautique civile et pilote de Canadair pour la sécurité civile. On voulait avoir votre témoignage de l'intérieur. Ce sont des missions à haut risque extrêmement précises auxquelles se livrent actuellement les pilotes qui sont engagés dans le ciel du département de l'Aude. Oui, tout à fait. Ce genre de feu est globalement terrible, aussi bien pour les populations, on l'a vu, et puis évidemment pour le massif forestier. C'est un feu qui avance très très vite, qui était très virulent, avec une énorme puissance, et donc ça complique énormément l'action des moyens aériens. Ce qui a été dit tout à l'heure est vrai, le feu a été détecté par un avion qui était en surveillance. Malheureusement, je vous interromps Stéphane Lebar, on va revenir vers vous, mais priorité au direct, on va retourner sur la base de Nîmes où le Premier ministre est actuellement avec une réunion avec les participants. Il se fait expliquer le dispositif, on va écouter. La deuxième chose, c'est la conduite opérationnelle de tous les avions. Donc là, devant vous, vous avez les 4 opérateurs qui sont en permanence en liaison avec les avions et qui, tactiquement, soit en couverture de gare, soit pour les SDIS auxquels on va donner les avions, puisque c'est les préfets de département et les directeurs départementaux qui commandent tactiquement les avions. On met à disposition les avions et on ne peut les récupérer que, malheureusement, s'il y a plusieurs feux pour faire la doctrine de l'attaque des feux naissants. Donc on les récupère pour les mettre d'un département à un autre ou d'une zone à une autre. Et ça, c'est le CNCAS qui le fait en relation avec les zones de défense. La troisième chose, c'est d'avoir une remontée pour vous, pour les autorités. Donc systématiquement, vous avez une barrette derrière avec deux officiers de synthèse et un officier de la brigade militaire de la sécurité civile qui font remonter instantanément les renseignements au COGIT, puisque nous, on est le centre opérationnel avancé. Et en aucune façon, on émet des messages à l'extérieur. C'est le COGIT qui s'occupe de déléguer toute l'information adéquate. Et la dernière chose, c'est qu'on a la capacité avec les avions de reconnaissance, donc les 3 Beech, d'avoir soit de la coordination aérienne pour sécuriser l'intervention, c'est le cas actuellement. On a un coordonnateur depuis ce matin qui, pour être plus efficace, est en l'air et coordonne tous les avions qu'il y a sur le feu pour éviter les accidents et pour rendre efficient la flotte, pour éviter le perdre. Et là, il est en lien avec nous, c'est le seul qui est en lien maintenant avec nous, parce que lui, il est en lien avec l'ensemble des moyens aériens et l'ensemble des opérateurs dans un Beechcraft. Il tourne depuis 8 heures, il a reculé 2 fois, mais il tourne depuis 8 heures. Et on a aussi des officiers de sapeurs-pompiers qui sont investigateurs et qui, eux, sont, entre guillemets, les oreilles et les yeux de l'état-major et qui sont en capacité avec de l'optronique. Donc vous avez derrière, vous avez les images du feu d'hier, vous avez les photos, et donc ils sont en capacité de nous donner en temps réel les photos avec le Beechcraft et de nous permettre, ainsi qu'au chef d'état-major de la zone sud, hier c'était la zone sud, de pouvoir nous donner les indications en temps pratiquement réel, c'est décalé de 2-3 minutes pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, soit d'engager tous les avions, soit d'engager parcimonie parce qu'on a plusieurs feux, etc. Et cette harmonisation et cette investigation est faite à partir d'ici. Donc voilà, c'est le CNCAS qui a été mis en place depuis 2023 et qui est à Nîmes à côté du centre opérationnel, parce que la chose la plus importante, et je la garde pour la fin, c'est le petit homme orange qui est derrière, parce qu'il est très humble, c'est le chef des moyens opérationnels aujourd'hui, et lui, il est mon conseiller aéronautique, et je ne peux rien faire sans que lui me donne son avis, et surtout de temps en temps,
il tempère soit les ordres opérationnels, soit il me demande de mettre plus d'avions parce qu'il y a des rotations importantes, et c'est lui donc qui est en capacité de me donner tous les éléments avioniques pour avoir une réponse la plus performante. Vous fonctionnez comme une tour de contrôle en fait. On fonctionne du début du lever du soleil. Ce matin, ils étaient là à 6h parce qu'il y a des Canadair et des Dash qui sont partis à 7h. Donc ils étaient là à 6h et ils vont rester jusqu'à la nuit aéronautique, et c'est comme ça tous les jours. Et avant 2022, vous faisiez ça de vous? Non, avant 2022, c'était la zone qui avait les avions, parce qu'il y avait jamais eu de saison historique, comme c'était historiquement la zone sud qui avait été en souffrance tous les étés. Ils étaient de Marseille qui s'était fait, donc de Valable avant et de Marseille après. Et 2022 a révélé qu'on ne pouvait pas continuer à faire une gestion zonale alors que c'était un peu partout, puisque en 2022, en première semaine d'août, malheureusement c'est encore une triste réalité, il y avait des feux dans les 5 zones de défense en même temps, et des feux de plus de 10 hectares, en zone ouest, est, en Jura, dans le Maine-et-Loire, en Bretagne, en Gironde évidemment, et dans les autres. Donc il a fallu répartir les moyens, et c'était pas possible que ce soit fait de la zone est. Donc c'est une décision qui a été prise par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur. Voilà, donc vous avez des objectifs qui viennent de toute la France. Est-ce que vous avez sur vos dégâts tous les pistes qui sont envoyés sur la musée? Systématiquement sur une fréquence pour pouvoir communiquer, soit avec les avions, soit avec les engins autour de terrain. Quelle coquille en fait, c'est une signalération avec la technique personne et les petits transferts de mer. Ensuite, on a la disponibilité de moyens qu'on maintient à jour en liaison avec le piste, pour voir ce qui nous reste en disponibilité. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est engagé, ce qui est en rouge, c'est ce qui est en maintenance, et vert, c'est ce qui reste aussi. On a le tracking en temps réel sur l'écran en rouge. Vous avez tous les mouvements d'avion de l'heure de la journée, du matin, démarrage à l'heure arrivée. Et en plus, ça nous permet de développer le pouvoir.